Bonjour à tous. Regarde tes mains. Agite tes doigts. Maintenant, pose-toi une question qui semble simple, mais qui est peut-être la plus profonde de l'univers. Qui regarde? Le sentiment que tu ressens, la conscience qui lit ces mots, est-il simplement une illusion créée par la masse de 3 livres de tissu ridé à l'intérieur de ton crâne? Êtes-vous simplement un ordinateur biologique, une machine faite de viande qui, par sa complexité, s'est trompée en se sentant vivante? Depuis des siècles, c'est l'histoire de la science. Que de la matière morte et inerte, tout le monde de votre expérience subjective naît. Ta joie, ta tristesse, la rougeur d'un coucher de soleil, le goût du café. Tout cela, un fantôme qui apparaît simplement depuis la machine. Mais si ce n'est pas toute l'histoire? Et si le cerveau ne créait pas du tout de conscience? Et si c'était plutôt comme un récepteur? Une antenne, se connectant à un signal déjà tissé dans le tissu même de la réalité? C'est l'idée centrale du panpsychisme. Une idée si contre-intuitive qu'elle a été reléguée aux marges de la science et de la philosophie pendant des décennies. Mais maintenant, elle fait un retour sérieux, car l'ancienne histoire commence à s'effondrer. Un nombre croissant de penseurs soutiennent que le panpsychisme pourrait être la seule voie à suivre. Une nouvelle voie pour aborder le plus grand mystère de la science et de notre propre existence, le mystère de vous. Pour comprendre pourquoi une théorie aussi étrange que le panpsychisme est même sur la table, il faut apprécier l'ampleur même du problème qu'elle cherche à résoudre. Depuis des siècles, nous essayons d'expliquer la conscience, et chaque tentative nous laisse face à un abîme. Au cœur de tout cela se trouve une énigme si profonde que le philosophe David Chalmers l'a célèbrement appelé « le problème difficile de la conscience ». Et ce nom est un euphémisme. Chalmers fait la distinction entre les problèmes faciles et le seul problème difficile. Les problèmes faciles ne sont pas vraiment faciles, ce sont des questions extrêmement complexes sur lesquelles les neuroscientifiques font des progrès incroyables. Ce sont des questions sur la mécanique du cerveau. Comment traite-t-il l'information? Comment concentrer notre attention? Comment le cerveau fait-il la différence entre être éveillé et dormir? Nous pouvons mettre quelqu'un dans un scanner IRMF, lui montrer la couleur rouge et voir quelle partie de son cerveau s'illumine. Nous pouvons cartographier les voies neuronales qui s'activent lorsque vous ressentez de la peur ou reconnaissez un visage. En théorie, avec assez de temps et de technologie, nous pourrions avoir un schéma parfait du câblage du cerveau. Mais même si nous avions cette carte parfaite, une question fondamentale et flagrante resterait. Pourquoi tout ce traitement ressemble-t-il à quelque chose de l'intérieur? C'est ça, le problème difficile. C'est la question de l'expérience subjective. De qualia. Qualia est le terme philosophe pour désigner les sentiments privés et bruts de l'expérience elle-même. La rougeur du rouge, la brûlure de la douleur, la sensation sublime d'écouter un morceau de musique qui vous émet aux larmes. La science est brillante pour décrire le monde à la 3e personne, et objectivement, il peut vous indiquer que la couleur rouge correspond à une longueur d'onde spécifique de la lumière autour de 650 nanomètres. Il peut vous indiquer quels cônes de votre rétine vont s'activer et quels signaux seront envoyés à votre cortex visuel. Mais cela ne peut pas expliquer pourquoi cette longueur d'onde spécifique, traitée par ce câblage neuronal spécifique, produit la sensation intérieure de rougeur, et pas, disons, l'odeur de lilas ou la sensation de fatigue. Il existe, comme disent les philosophes, un fossé explicatif entre le monde physique de la matière et du traitement, et le monde privé et interne de l'expérience. Pendant longtemps, la vision dominante qu'on vous a probablement apprise est le physicalisme, ou matérialisme. C'est l'idée que l'esprit est, en fin de compte, ce que fait le cerveau. C'est un processus purement physique. La conscience, selon cette vision, est une propriété émergente, tout comme la liquidité qui émerge des molécules d'H2SO. Mais l'analogie s'effondre rapidement. Nous pouvons expliquer pourquoi l'eau est humide. C'est une histoire entièrement racontée dans le langage de la physique et de la chimie, décrivant comment les liaisons hydrogènes permettent aux molécules de glisser les unes sur les autres. Il n'existe pas d'histoire comparable pour la conscience. Bien que des programmes prometteurs de recherche physicaliste tentent de construire cette histoire, aucun ne peut encore citer une étape du processus et dire « Et ici, le sentiment subjectif, juste, surgit à l'existence ».
L'émergence ressemble à de la magie. Comment obtenir une expérience subjective à partir de la complexité objective? C'est comme essayer d'obtenir un roman en additionnant de plus en plus de chiffres. Tu travailles dans la mauvaise catégorie. La théorie matérialiste la plus sophistiquée aujourd'hui s'appelle le traitement prédictif. Ce cadre suggère que le cerveau n'est pas un récepteur passif d'informations, mais un moteur de prédiction actif. Il génère constamment un modèle du monde et de ce qu'il attend de percevoir ensuite. Ce dont nous prenons conscience, ce sont les erreurs de prédiction, les moments où la réalité ne correspond pas à la supposition du cerveau. Tu ne remarques consciemment pas la sensation de la chaise sur laquelle tu es assis avant que je ne la mentionne, car ton cerveau l'a déjà prédit parfaitement. Mais un bruit soudain brise votre concentration, car c'est une erreur de prédiction majeure. Dans cette optique, la conscience est la meilleure et la plus stable hypothèse du cerveau sur ce qui se passe. Ce modèle explique brillamment de nombreux phénomènes psychologiques, des illusions d'optique à la nature de l'anxiété, qui peut être vue comme une menace surprédisant le cerveau. Mais même ce modèle puissant s'attaque de plein fouet aux problèmes difficiles. Pourquoi une erreur de prédiction ou une meilleure estimation devrait-elle vraiment donner une impression? Pourquoi tout n'est-il pas simplement un traitement sombre et silencieux? L'autre grand candidat est le dualisme, célèbrement lié au philosophe du XVIIe siècle, René Descartes. Le dualisme dit que la réalité est composée de deux types de choses différentes, la matière physique ou la matière et la matière mentale, l'esprit ou l'âme. Cela semble intuitif pour beaucoup d'entre nous. Notre vie intérieure semble certainement différente du monde physique. Mais le dualisme a sa propre critique paralysante, le problème d'interaction. Si l'esprit est non physique, comment interagit-il avec le corps physique? Comment votre décision non physique de lever votre bras fait-elle bouger votre bras physique? Et comment un événement physique, comme se cogner l'orteil, peut-il provoquer une sensation de douleur non physique? Cela nécessiterait que le non physique manipule le physique, et une objection classique est que cela semble violer les lois fondamentales de la physique, comme la conservation de l'énergie. Nous nous retrouvons donc face à ce qui semble être un choix impossible. Le physicalisme, qui peine à expliquer comment l'esprit émerge de la matière sans esprit, sans miracle. Et le dualisme, qui peine à expliquer comment un esprit non physique pourrait interagir avec un monde physique. Les deux routes semblent mener à une impasse. Et c'est précisément cette impasse qui a forcé les penseurs à chercher une troisième voie, une idée si étrange qu'elle a autrefois été ridiculisée, mais qui pourrait détenir la clé. C'est là que l'histoire prend une tournure étrange, parce que l'idée radicale actuellement explorée est l'une des plus anciennes idées philosophiques de l'histoire. C'est un fil conducteur de la Grèce antique, à travers la Renaissance, et jusqu'à l'esprit de certains des plus grands penseurs de la révolution scientifique, avant qu'ils ne tombent en disgrâce au XXe siècle. Cette idée est du panpsychisme. Le mot vient du grec pan, signifiant tout, et psyche, signifiant âme ou esprit. Dans sa forme moderne, c'est la théorie selon laquelle la conscience n'est pas une propriété spéciale qui n'apparaît que dans des cerveaux complexes. C'est plutôt une caractéristique fondamentale et répandue du monde physique. Soyons maintenant parfaitement clairs sur ce que cela signifie ou ne signifie pas. Le panpsychisme n'est pas la croyance que votre tasse de café réfléchit au sens de la vie ou qu'un rocher ressent une angoisse existentielle. C'est une caricature. L'affirmation n'est pas que tout a des pensées complexes, proches de celles des humains. Au contraire, l'affirmation est que les éléments fondamentaux de la matière, des choses comme les électrons et les quarks, possèdent une forme d'expérience incroyablement simple et primitive. Le philosophe Philippe Goff, un défenseur contemporain de premier plan de cette théorie, l'explique par une analogie. Pensez à des propriétés comme la masse et la charge. Nous ne trouvons pas étrange qu'un électron ait une charge négative. Il ne tire pas sa charge d'un processus plus complexe. Avoir une charge fait simplement partie de ce qu'est être un électron. Le panpsychisme propose que nous devrions penser la conscience de manière similaire. Et si une forme basique d'expérience était aussi une propriété fondamentale de la matière, tout comme la masse, la charge et le spin. Si c'est vrai, cela ne résout pas le mystère en l'expliquant à l'extrême, cela déplace le mystère. La conscience n'est plus une anomalie bizarre que nous devons expliquer à la fin de l'histoire. Comment elle émerge dans le cerveau?
Elle devient un élément fondamental que nous acceptons au début, un ingrédient fondamental de l'univers. Cette version moderne du panpsychisme repose sur une idée philosophique appelée monisme russellien. L'argument, d'abord défendu par le physicien Sir Arthur Eddington dans les années 1920, est le suivant. La physique est brillante pour nous dire ce que fait la matière. Il nous fournit des équations puissantes qui décrivent son comportement, sa structure et ses relations. Mais, demanda Eddington, quel est le problème? Quelle est la nature intrinsèque de la matière que ces équations décrivent? La physique ne parle pas de cela. Imaginez une boîte scellée. La physique peut décrire le poids de la boîte, ses dimensions, la façon dont elle interagit avec d'autres boîtes, mais elle ne peut rien dire sur ce qu'il y a à l'intérieur. Cela nous donne un squelette mathématique de l'univers, mais aucune idée de ce dont le squelette est fait. Puis Eddington a fait un saut spectaculaire. Il y a un élément de matière, a-t-il noté, que nous connaissons de l'intérieur, notre propre cerveau. Nous savons, avec une certitude absolue, que la matière à l'intérieur de notre crâne a une nature intérieure qui implique la conscience. À partir de ce seul point de données, il proposa une extrapolation audacieuse. Si la seule matière que nous connaissons de l'intérieur est consciente, pourquoi supposer que toute autre matière n'est qu'un vide sans esprit? Il semblait plus logique de supposer une continuité. Comme il l'a dit célèbrement, la matière du monde est une matière mentale. Cet argument, selon lequel la physique ne décrit que le comportement de la matière, laissant sa nature intérieure un mystère que la conscience pourrait combler, est la base du panpsychisme moderne. Ce n'est pas la seule idée radicale qui gagne en popularité. Une vision apparentée est le cosmopsychisme, qui renverse l'idée. Au lieu que la conscience se construise à partir de minuscules particules conscientes, le cosmopsychisme propose que l'ensemble du cosmos est une entité consciente unique et fondamentale. Nos esprits individuels, selon cette vision, ne sont pas construits à partir de petits esprits, mais sont comme des fragments ou des haltères dissociés de cette conscience cosmique unique. Cela est similaire à la théorie de l'idéalisme analytique, défendue par le philosophe et ingénieur informatique Bernardo Kastrup, qui a travaillé au CERN. Kastrup soutient que toute la réalité est essentiellement expérientielle, existant au sein d'un seul esprit universel. Il utilise l'analogie d'un ruisseau. Nos esprits individuels sont comme des tourbillons. Ils semblent être des choses séparées et distinctes, mais ce ne sont rien d'autre que des motifs localisés du courant lui-même. Nous sommes simplement la façon dont l'univers se vit lui-même d'un point de vue particulier. Accepter l'une de ces idées, même comme une possibilité, c'est comme traverser un miroir. Dans la vision matérialiste standard, l'univers est une vaste machine froide et morte. Pendant des milliards d'années, ce n'était qu'un mécanisme d'aiguillage sans cervelle, jusqu'à ce qu'un coup de chance stupéfiant sur une toute petite planète, la conscience s'engendre. Dans cette optique, nous sommes un accident solitaire. Le tableau que le panpsychisme dresse est radicalement différent. Si c'est vrai, l'univers n'a jamais été mort. Les ingrédients bruts de la conscience étaient là dès le début, dès le Big Bang lui-même. La matière et l'esprit n'ont jamais été séparés. Cela signifie que la vie n'a pas été le moment où la conscience est née. C'est à ce moment-là que la conscience simple et préexistante de l'univers est devenue assez complexe pour s'organiser, réfléchir et finalement prendre conscience d'elle-même. Dans ce modèle, nos cerveaux ne sont pas des générateurs de quelque chose à partir de rien. Ce sont plutôt des amplificateurs ou des structures d'organisation complexes. Ils ne créent pas l'étincelle de l'expérience. Ils rassemblent les innombrables petites étincelles déjà présentes dans la matière dont ils sont faits, les façonnant en le flux cohérent et unifié de conscience que nous appelons la conscience humaine. Cela suggère un spectre de conscience. Au fond, il y a des particules, avec une expérience si simple qu'elle n'est presque rien du tout. À mesure que la matière s'organise, en atomes, molécules, cellules, plantes, animaux simples, cette conscience s'organise aussi davantage. La frontière entre conscient et non conscient devient floue, un continuum progressif de complexité. Mais si vous pensez que cela vous semble une solution belle et élégante, attendez. Parce que cette vision fait face à un obstacle monumental. Une objection si sérieuse qu'on l'appelle la question tuelle, celle qui tient les panpsychistes éveillés la nuit. Ça s'appelle le problème de la combinaison. Le voici,
Même si vous admettez que chaque électron possède sa propre petite étincelle d'expérience, comment ces milliards et milliards de petites étincelles se combinent-ils pour créer votre conscience unique et unifiée? Réfléchissez à votre expérience actuelle. Vous n'êtes pas un chaos confus d'1 milliard d'expériences différentes. Vous êtes un seul sujet d'expérience. Vos pensées, émotions et sensations sont toutes liées en l'expérience d'un seul « je ». Comment obtenir cela à partir d'une collection de pièces séparées? Ce n'est pas comme construire avec des Lego. On peut combiner des briques pour faire une maison, mais la maison n'est qu'un ensemble de briques. Elle ne devient pas une entité unique et nouvelle. Alors pourquoi 1 billion de petits sujets conscients, comme les électrons dans votre cerveau, devraient-ils s'additionner pour former un grand sujet conscient, vous? Pourquoi ne serait-ce pas juste un cerveau rempli d'1 billion de petits sujets, aucun d'eux n'étant toi? C'est comme une foule d'1 million de personnes. Cela ne crée pas un nouveau esprit de foule unique qui pense à une grande pensée. C'est le problème de la combinaison, et il est si grave que certains critiques soutiennent qu'il rend le panpsychisme aussi mystérieux que les théories qu'il tente de remplacer. Il remplace simplement un problème difficile contre un autre. Les panpsychistes en sont pleinement conscients, et la recherche d'une solution est l'endroit où se produisent certaines des pensées les plus avant-gardistes et controversée. Une orientation vient d'une théorie appelée théorie de l'information intégrée, ou IIT, développée par le neuroscientifique Giulio Tononi et soutenue par Christophe Koch. L'IIT est une proposition fascinante mais aussi très débattue. Il part de la conscience elle-même et soutient que tout système possède une conscience s'il possède une information intégrée. Une mesure mathématique que Tononi appelle phi. En termes simples, phi mesure dans quelle mesure l'ensemble d'un système est plus que la somme de ses parties. Combien les parties sont toutes causalement interconnectées dans un réseau de boucles de rétroaction. Un système où chaque partie influence toutes les autres a un phi élevé. Selon l'IIT, tout système avec un phi supérieur à 0 possède un certain degré de conscience. Cela offre une réponse mathématique potentielle au problème de combinaison. La conscience ne se résume pas seulement. Elle provient d'un type spécifique de structure causale. Une structure d'intégration maximale. Votre cerveau, avec son dense réseau de connexions récurrentes, possède un phi extraordinairement élevé en tant que système unique. Selon les partisans de l'IIT, cela pourrait expliquer pourquoi la conscience est associée au cerveau, et pourquoi elle s'estompe lors du sommeil profond ou sous anesthésie lorsque ces connexions sont perturbées. Cependant, l'UIT lui-même a fait l'objet de vives critiques, plus de 100 chercheurs ayant signé en 2023 une lettre le qualifiant de pseudoscience, arguant que ces affirmations sont invérifiables. Malgré cela, une étude majeure publiée dans Nature Neurosciences a soumis à la fois l'IIT et son principal rival, la théorie globale de l'espace de travail neuronal, à un test direct, les résultats étant ambigus et remettant en question les hypothèses fondamentales des deux, suggérant que le mystère est loin d'être résolu. Une autre idée profondément spéculative mais intrigante vient de la physique et de l'anesthésiologie. Elle s'appelle la théorie de la réduction objective orchestrée, ou ORC-OR, développée par le physicien lauréat du prix Nobel, Sir Roger Penrose, et l'anesthésiste Stuart Amroth. Il propose que la conscience ne provient pas des connexions entre neurones, mais de quelque chose de bien plus petit, des processus quantiques se déroulant à l'intérieur de minuscules structures protéiques au sein de nos neurones appelées microtubules. ORC-OR suggère que ces microtubules agissent comme des ordinateurs quantiques et que des moments de conscience sont créés lorsque ces états quantiques s'effondrent spontanément. La théorie est soutenue par le fait que les anesthésiques généraux, qui désactivent de la conscience, semblent fonctionner en perturbant les effets quantiques à l'intérieur de ces microtubules. Mais ORC-OR est aussi très controversé. Pendant des décennies, les critiques ont soutenu que le cerveau est trop chaud, humide et bruyant pour que les processus quantiques délicats survivent. Cependant, des découvertes récentes dans le domaine de la biologie quantique ont montré que la nature utilise la mécanique quantique dans des systèmes chauds et humides, comme en photosynthèse. Cela ne prouve pas qu'ORC-OR a raison, mais cela rend l'objection centrale moins absolue. Bien sûr, le camp matérialiste est loin d'être convaincu par tout cela. Des philosophes comme Daniel Dennett soutiennent que ce que les panpsychistes tentent d'expliquer, c'est qualia, ineffable et privé, repose sur un concept confus. Pour Dennett, notre perception d'un monde intérieur mystérieux est une sorte d'illusion utilisateur que notre cerveau génère. Il soutient qu'une fois que nous avons expliqué toutes les fonctions du cerveau,
il ne reste plus de problèmes difficiles à résoudre. Dans cette perspective, le panpsychisme est une solution extravagante à un mystère inexistant. D'autres critiques soutiennent que le panpsychisme est tout simplement infalsifiable. Comment pourriez-vous jamais tester l'affirmation qu'un électron a de l'expérience? Cela semble dépasser toute expérience, ce qui la fait ressembler davantage à une croyance métaphysique qu'à une hypothèse scientifique. Alors, pourquoi ce débat ancien explose-t-il aujourd'hui? Parce que nous sommes à un moment unique où de multiples frontières nous obligent à affronter le mystère. D'abord, les neurosciences. Plus nous comprenons le cerveau comme une machine complexe, plus il nous semble étrange qu'il doive être une machine à ressenti. Des avancées récentes montrent que nous pouvons détecter la conscience cachée chez des patients qui semblent totalement non réactifs, utilisant l'IRMF et l'EEG pour voir leur cerveau répondre aux commandes. Cela prouve que la conscience peut exister totalement déconnectée de l'action physique, approfondissant l'énigme de sa véritable nature. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Nous construisons de grands modèles de langage capables d'imiter l'intelligence humaine avec une précision inquiétante. Cela soulève une question urgente. Sont-ils conscients? Ou sont-ils des zombies philosophiques, des choses qui paraissent et agissent conscientes, mais n'ont aucune expérience intérieure? Une vision purement fonctionnaliste pourrait dire qu'une simulation parfaite doit être consciente. Mais des théories comme l'IIT offrent une raison de douter. Christophe Koch soutient que l'architecture de l'IA actuelle, basée sur des modèles transformateurs en avance, est massivement parallèle, mais pas profondément intégrée. Il manque le type de boucle de rétroaction récurrente qui génère un phi élevé. Dans cette optique, une IA simulant un cerveau n'est pas plus consciente qu'une simulation météorologique n'est réellement humide. Cela suggère que la véritable conscience artificielle pourrait nécessiter un type de structure physique complètement différent de celui que nos machines actuelles n'ont pas, peut-être basé sur de nouvelles puces neuromorphiques. Enfin, le débat est vivant, car il nous oblige à nous demander ce qui pourrait même être considéré comme une preuve. Bien que nous ne puissions pas demander à un électron ce qu'il ressent, des théories comme l'IUIT font des prédictions testables. Ils sont utilisés pour développer des outils comme l'indice de complexité perturbationnelle, afin d'évaluer la conscience chez les patients atteints de lésions cérébrales non communicatives, fournissant un soutien puissant, bien que indirect, à ces idées fondamentales. En fin de compte, le panpsychisme nous oblige à affronter les limites de la science. La science est devenue puissante en adoptant une vision objective à la troisième personne. Mais la conscience est, par nature, un phénomène à la première personne. Pour la comprendre, il nous faudra peut-être un nouveau type de science, capable d'intégrer à la fois le comportement extérieur des choses et leur réalité intérieure. Ce que le panpsychisme offre n'est pas une réponse définitive. C'est un changement de paradigme. Une invitation à voir l'univers, non pas comme un ensemble d'objets morts, mais comme un cosmos doté d'une dimension intérieure. Un monde où nous ne sommes pas une exception bizarre, mais une expression magnifique d'une propriété latente dans la réalité depuis le tout début. Nous avons commencé par une question simple. Que se passerait-il si notre cerveau ne créait pas la conscience, mais la recevait? Nous avons vu comment le problème difficile, l'écart entre le cerveau et l'expérience, a bloqué nos meilleures théories. Nous avons mis au jour l'ancienne idée du panpsychisme, renaissante à l'époque moderne, qui suggère que la conscience est un ingrédient fondamental de l'univers lui-même. Mais nous avons aussi affronté son plus grand défi, le problème de la combinaison. Nous avons examiné des solutions possibles, bien que controversées, comme la théorie intégrée de l'information et l'ORC-OR. Au final, nous sommes laissés au bord d'une grande frontière. Le panpsychisme n'est pas un fait prouvé. C'est une hypothèse audacieuse et spéculative. Mais son retour nous montre que les plus grands penseurs du monde restent humbles face à la réalité la plus immédiate de nos vies. Notre propre conscience. La véritable force de la théorie ne réside peut-être pas dans sa justesse, mais dans les questions qu'elle nous force à poser. L'univers est-il un ensemble d'objets sans vie? Ou avons-nous négligé sa vie intérieure? Votre conscience est-elle un hasard temporaire ou une fenêtre sur la nature même du cosmos? Le panpsychisme propose que vous n'êtes pas une île de conscience dans un océan mort. Tu es une vague qui s'élève d'un océan d'esprit,
un schéma complexe et conscient de lui-même dans un univers qui n'a jamais vraiment dormi. C'est une conversation qui se déroule à la limite de ce que nous connaissons. Alors maintenant, c'est à ton tour d'être le théoricien. La conscience est-elle une illusion astucieuse que notre cerveau crée, un fantôme dans la machine? Ou est-ce une propriété fondamentale tissée dans le tissu même de la réalité? Sommes-nous des accidents solitaires dans un cosmos mort ou l'univers est-il éveillé? Laissez votre théorie dans les commentaires, je veux tous les lire. C'est un sujet qui mérite d'être abordé, alors si cette vidéo vous a époustouflé, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin que sa réalité soit remise en question. Si vous pensez que cette conversation mérite plus d'attention, aidez à promouvoir cette vidéo pour que plus de personnes puissent se joindre à la discussion. Commençons cette conversation. Et pour approfondir davantage les grandes questions en sciences et philosophie, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci de m'avoir regardé.